Donc, ce soir, en fait, on a eu envie de proposer aux enseignants de français un temps un peu spécifique sur la question des élèves allophones. Dans nos accompagnements, dans nos formations, on est régulièrement interpellé, questionné par, tiens, voilà, quand j'ai un élève allophone qui arrive dans ma classe, ben, par quoi je commence, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et donc, on s'est dit que ça pouvait effectivement être intéressant de proposer quelques repères, quelques balises, quelques pratiques qui viennent du terrain, des pratiques observées chez d'autres enseignants, parfois même en France, et de vous partager tout ça. Donc, avant de commencer, vous dire que le support sera accessible sur un mur Padlet avec d'autres ressources. Hein, donc, vous aurez accès absolument à tout après le webinaire. Donc, Cécile et moi, on vous propose de vous partager quelques-unes de ces balises. Et puis, si vous le souhaitez, on aura un temps d'échange, questions-réponses. Vous pouvez, au cours de la présentation, insérer vos questions dans le chat, hein, dans la conversation, si vous le souhaitez, ou attendre la fin de la présentation et partager oralement avec nous. Voilà. Et donc, qui êtes-vous? Vous êtes des enseignants qui soit accueillez des élèves qui sortent d'un DASPA, donc un dispositif d'aide à la scolarisation des primo-arrivants, et qui intègrent la classe ordinaire, soit parce que son temps en DASPA est écoulé, ou parce qu'il est en intégration progressive. Donc ce sont des heures qui sont maintenant rendues obligatoires, où l'élève doit sortir du DASPA pour intégrer la classe ordinaire. Peut-être que vous accueillez des élèves allophones qui ne sont pas passés par un DASPA parce qu'ils n'ont pas le statut, qui ont été scolarisés dans leur langue maternelle. C'est parfois, par exemple, le cas des élèves soit qui font une année d'échange Rotary ou qui viennent des commissions européennes ou qui ont des parents expatriés. Vous avez également dans vos classes des élèves dont la langue française reste fragile. Ça peut être des profils d'élèves français langue seconde, donc par exemple des enfants qui sont troisième ou quatrième génération de l'immigration et qui ne parlent pas le français à la maison, mais doivent le parler à l'école. Vous êtes peut-être des enseignants qui avaient des heures FLA dans votre horaire, des heures de renforcement liées au plan de pilotage, ou un autre profil qu'on n'a pas détaillé et qui peut, ma foi, encore exister. Alors, vous avez dans vos classes des élèves qui ont été soit bien scolarisés dans leur pays d'origine ou infrascolarisés. Donc, par exemple, c'est le cas de beaucoup d'élèves afghans ou syriens qui ont fui un pays en guerre et qui ont été déscolarisés pendant plusieurs années ou qui n'ont jamais fréquenté l'école avant d'arriver chez nous. Et vous avez aussi, bien sûr, des élèves pour qui le français reste une difficulté. Alors, Cécile et moi, on vous propose ce soir 3 temps. Un premier temps où on pourrait remettre ensemble un petit peu au clair le champ sémantique. Qu'est-ce qu'on met derrière FLE, FLA, FLESCO, FLI, FLOU. On entend toute une série d'acronymes et finalement, il y a parfois un peu de confusion. Donc, on va vous proposer de remettre un petit peu de clarté derrière l'acronyme FLE, FLESCO, FLS. Ensuite, Cécile vous donnera plus de précision sur les différents profils langagiers des élèves allophones, puisque le mot allophone, ça veut dire qu'il parle une autre langue, mais au sein même de cet intitulé, il peut y avoir des profils différents. Il n'y a pas une individualité, il n'y a pas un profil d'élève allophone. Puis, on vous proposera quelques pistes pour gérer l'hétérogénéité en classe, c'est-à-dire quand j'ai plusieurs profils linguistiques hétérogènes, comment je peux organiser mon cours de français. Donc, on vous tracera quelques pistes pratiques. Et puis, on vous présentera l'une ou l'autre source pour aller un peu plus loin, pour vous outiller aussi de manière pratique, mais aussi un peu plus théorique. Voilà, commençons peut-être par remettre un petit peu de lumière derrière les acronymes FLE, FLS et le fameux FLA, FLESCO. Hein. Donc, à l'école, en fait, il y a une diversité des usages langagiers dont on n'a pas toujours conscience quand on est enseignant. Et donc, quand un élève allophone arrive dans une école, il a besoin de 3 types de langage. Le premier besoin, c'est la langue de survie, hein, c'est le FLE, français langue étrangère. C'est la langue qui va lui permettre d'interagir couramment
avec ses pairs et avec les adultes dans la cour de récréation, dans les couloirs, avec l'éducateur, devant l'école et même en dehors. C'est vraiment la langue de tous les jours, la langue qui permet d'aller acheter son sandwich, de répondre à quelqu'un qui vous demande son chemin. Alors, à l'école, il est aussi effectivement confronté à une langue administrative qui ne concerne vraiment que ce lieu spécifique, c'est la langue des bulletins, des avis aux parents, du règlement d'ordre intérieur, de toutes les communications qui sont faites autour des spécificités de la vie à l'école. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le français langue seconde, c'est-à-dire qu'on quitte la langue de survie des interactions de tous les jours, on entre dans une langue qui est déjà un peu plus spécifique, parce que cette langue administrative de l'école, on ne va l'utiliser que là. Donc, c'est pour ça qu'elle est spécifique. C'est aussi, par exemple, si les parents de cet enfant sont amenés à mener des démarches administratives auprès de la commune, eh bien, c'est aussi un FLS, mais qui est différent de la langue administrative de l'école. Donc, vous voyez, il y a une multiplicité des usages langagiers. Et puis, je dirais, la plus grande part du camembert, c'est la langue des disciplines. C'est le français qui est à la fois matière d'apprentissage pour un élève allophone, qui est également la langue vecteur d'apprentissage. C'est grâce à cette langue que l'élève va avoir accès au contenu disciplinaire. Et cette langue, elle recouvre une multitude de spécificités. Et on a souvent la croyance, je montrerai un exemple après, on se dit, oui, en fait, la langue de l'école, c'est un fleu émaillé de vocabulaire spécifique. En fait, non. Quand on prend la peine de déplier un peu le millefeuille, on s'aperçoit qu'il y a des discours spécifiques. Prenons un exemple. Donc, quand le prof de sciences demande de rédiger un compte-rendu d'une expérience scientifique, il n'aura pas le même attendu, le même genre de discours qu'un prof de français qui va demander le compte-rendu d'une expérience avec une œuvre culturelle. L'attendu ne sera pas le même, les structures linguistiques ne seront pas les mêmes. On a bien entendu un vocabulaire spécifique et nous activons dans nos disciplines des fondamentaux cognitifs à des fins différentes. Donc, quand on va demander à un élève en histoire de catégoriser des statuts, quand on voit la démocratie à Athènes, ce ne sera peut-être pas la même démarche et les mêmes structures linguistiques que quand on va demander à un élève de catégoriser des types de récits ou de textes littéraires en français. Donc chaque langue, chaque discipline a son langage spécifique. Et donc, je vais prendre un exemple assez courant, qui est derrière la croyance que l'élève allophone, somme toute, il doit surtout apprendre du vocabulaire. Donc, on voit souvent dans les écoles. Cécile, tu peux avancer ? Oui, merci. Donc, on voit souvent, quand un élève allophone arrive en classe, on lui donne beaucoup de listes de vocabulaire. Et donc, voilà un exemple de liste de vocabulaire où on a les animaux et les aliments de tous les jours. Et donc, ces enfants avalent, je dirais, des kilomètres de vocabulaire. La plupart du temps, après un certain temps, ils les connaissent. Mais une fois qu'ils arrivent en classe ordinaire, dans un cours disciplinaire, donc si on part par exemple de la feuille de vocabulaire des aliments et qu'on prend eau minérale, l'enfant, le jeune, va être confronté par exemple en sciences à une pyramide alimentaire qui recouvre en fait beaucoup plus que le fait de devoir utiliser le mot eau minérale. En sciences, l'élève va devoir comprendre que c'est une représentation schématique qui, d'une part, ordonne les aliments, les classe, les hiérarchise. Il va devoir comprendre que la base de la pyramide signifie quelque chose et il va devoir pouvoir non seulement comprendre cette représentation schématique, mais pouvoir l'expliquer avec des structures linguistiques spécifiques. Et donc, le fait d'avoir étudié eau minérale sur une feuille de vocabulaire ne lui permet pas de pouvoir à la fois comprendre cette pyramide alimentaire, de l'expliquer et pourquoi pas de l'utiliser dans une tâche plus complexe. Et donc, c'est ça le français langue de scolarisation. Ce sont toutes ces dimensions qui viennent s'ajouter au lexique. Donc, voilà pour l'exemple français langue de scolarisation. On pourrait en dire beaucoup plus.
on a des formations et des accompagnements spécifiquement dédiés au FLESCO, mais ce soir, on ne va pas s'attarder trop sur cette question-là, on va avancer sur d'autres pistes. Et donc, maintenant, Cécile va vous détailler un petit peu plus, si on parvient à avancer, oui, voilà, les différents profils. Je ne voyais plus mes petites icônes. Voilà, donc on sait que ce qui est très très compliqué en classe, hein, c'est de travailler avec tous les élèves et de gérer la grande hétérogénéité parfois qu'on peut retrouver en classe. Et pour gérer cette hétérogénéité, une phase absolument indispensable, c'est de bien observer en fait chaque élève pour pouvoir soit créer des groupes de besoins ou en tout cas repérer quels sont les aspects par lesquels il faut absolument rentrer dans ce travail, comment il faut prioriser les approches de telle manière à ne pas se disperser complètement, mais à pouvoir aussi créer un planning et créer quelque chose qui soit un petit peu structuré. Et donc, une façon, en fait, de pouvoir travailler cette planification du travail, c'est de déterminer un petit peu quels sont les profils langagiers des élèves que l'on a en face de soi. Alors, on va vous proposer deux modèles, en fait. Deux modèles qui ne sont pas tout à fait parallèles, mais qui se complètent, en fait. Le premier modèle vient d'un sociologue de l'éducation anglais, hein, Bernstein. Des élèves qui auraient en fait un répertoire linguistique plus restreint, ou un répertoire linguistique plus élaboré. Et on a reproché à Basil Bernstein une approche un peu déterministe puisqu'il associait le fait d'avoir un répertoire restreint à une catégorie socio-économique moins favorisée et inversement, le fait d'avoir un code élaboré à un milieu socio-économique plus élaboré. Mais on s'aperçoit que c'est quand même une donnée. On voit bien que les élèves qui viennent de milieux plus populaires où les démarches linguistiques, la réflexivité sur le langage, l'apprentissage culturel, le rapport au monde est souvent lié à la capacité langagière de l'élève. Et le tableau qui vous est présenté ici, c'est une approche de Nicole Wouters qui a beaucoup travaillé ces questions de profil langagier et qui propose en fait de s'intéresser au paysage de nos classes et de se dire, ben, tiens, moi dans ma classe, sans vouloir étiqueter trop les élèves, mais j'ai à la fois des élèves francophones code élaboré, donc qui viennent de milieux où, depuis qu'ils sont tout petits, on leur apprend à donner leur avis, on les reprend quand ils verbalisent quelque chose, où le répertoire langagier est déjà suffisamment fourni que pour construire un langage un peu plus complexe. Mais on a aussi des élèves francophones qui viennent de milieux où la langue est plus restreinte, où on n'a pas appris à l'élève à donner son avis, à formuler sa pensée, où il n'y a pas eu énormément d'échanges sur les activités en famille, où on n'a pas verbalisé autour de ce qu'on a vécu, les émotions, les partages, où finalement le langage n'est pas le mode de communication habituel dans les familles. Ce sont parfois des familles qui sont en mode dit survie et qui n'ont pas la disponibilité mentale, parfois et économique, pour pouvoir doter leurs enfants de ces capacités linguistiques. Et puis, on a dans nos classes des élèves dont la langue maternelle n'est pas le français, mais qui sont code élaborés, qui sont issus de milieux où c'est les mêmes caractéristiques que pour les francophones. Hein. Et puis, nous avons aussi dans nos classes des élèves dont la langue maternelle n'est pas le français et qui auraient plutôt un code dit restreint. Et donc, les caractéristiques du code restreint sont par exemple des enfants dont les structures, les syntaxes sont très prévisibles. Hein. À la limite, ils commencent une phrase, on pourrait les terminer à leur place parce qu'ils tournent dans un répertoire assez limité et les structures sont plutôt simples, courtes, ramassées, parfois des verbes non conjugués et une difficulté à verbaliser sa pensée. Alors voici un exemple. Ah ok, vas-y Cécile. Merci. Excuse. Voilà.
Je vais vous montrer donc deux exemples en fait qui ont été des travaux d'élèves dans une même classe. Il s'agissait pour eux, donc c'était une classe de première différenciée avec des élèves tous les deux turcs. Et ces élèves donc devaient recopier un texte et terminer une phrase. Pour que mon année scolaire soit inoubliable, il faut que. Si vous voyez dans ce premier exemple, on est donc chez un élève allophone vraiment dans un code restreint. Vous voyez que les phrases ne sont pas complètes, qu'il manque des verbes, qu'il manque des déterminants, que les mots ne sont pas tout à fait bien discriminés, sympathique à la place de sympathique par exemple. Enfin, il y a plein de petits signes qui montrent la fragilité de cet élève par rapport à la langue française. Alors, dans la même classe, vous avez un autre élève de la même origine. C'est une fille, c'est vrai ici. Mais voilà, cette petite fille, elle a déjà un niveau, on le voit, complètement différent. Déjà, elle utilise des verbes conjugués, elle maîtrise plus ou moins le conditionnel, elle utilise le subjonctif, elle a été capable de souligner certains verbes, etc. Elle a même des tournures de phrases avec le L apostrophe, que l'on fasse des activités extérieures. Alors oui, c'est vrai que l'orthographe n'est pas bonne, mais la structure syntaxique, en tout cas, qui est utilisée, est bien plus compréhensible et bien plus conforme, en tout cas, à ce qu'on a vu dans le premier exemple. Et en observant les différences en fait entre ces deux exemples, on peut vraiment déterminer aussi de quoi ces élèves ont besoin. Les besoins du premier élève ici et les besoins de la jeune fille après sont évidemment différents et on pourra travailler des choses d'un niveau quand même assez différent entre les deux. Alors voilà, donc ça ce sont deux petits exemples assez rapides pour arriver à une autre typologie en fait de profil. Ce classement ici a été fait par Anne-Sophie Romainville, donc il y a 2 ans seulement je pense, dans un livre, donc elle terminait sa thèse, elle a publié un livre qui s'appelle Les faces cachées de la langue scolaire. Et là, en fait, à la différence de Bernstein, Anne-Sophie Romainville ne va plus nécessairement travailler le langage oral et écrit, mais uniquement le langage écrit. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la capacité en fait des élèves à réfléchir sur le langage écrit et à comprendre ce que l'école leur demande quand ils écrivent. En fonction de ça, elle a classé 4 profils différents. Il n'est pas question de figer les élèves dans un profil ou dans un autre parce que ce sont plus ou moins les mêmes typologies de constats que l'on peut faire, mais il y a une question de gradation en fait dans les difficultés. Alors, donc, quand on voit le profil conversationnel, par exemple, eh bien, c'est un élève qui va écrire comme il parle, qui n'est pas capable de faire la différence entre un langage oral et un langage écrit, et qui va, en plus de ça, être extrêmement direct et mettre beaucoup d'importance à la vérité qu'il va formuler dans ce qu'il dit. Il n'est pas capable de prendre de la distance par rapport à ce qu'il dit ou à ce qu'il écrit. Il est dans le direct, dans l'immédiat tout le temps. Certains élèves, si on avance un petit peu, vont parfois aussi avoir des difficultés, par exemple, à utiliser des termes qu'ils repèrent comme étant importants dans les consignes ou bien dans les textes qu'on leur a donnés. Ils vont vouloir utiliser des mots savants, mais ils vont les employer à mauvais escient éventuellement. Ils vont les utiliser avec des structures syntaxiques qui vont tout de suite montrer que le terme n'est pas emmagasiné, n'est pas tout à fait compris, n'est pas tout à fait assimilé. En tout cas, tous ces élèves, en fait, de manière plus ou moins importante, vont montrer de la difficulté à réfléchir sur la langue. Ils sont tellement
pris cognitivement dans la rédaction de quelque chose, qui n'ont plus d'énergie pour, au fur et à mesure de l'écriture, réfléchir à ce qu'ils écrivent, réfléchir à leur manière éventuellement de s'autocorriger, réfléchir à la manière d'améliorer ou bien d'organiser un texte, d'utiliser des connecteurs logiques qui vont permettre à un lecteur de comprendre une structure de pensée. Et puis, voilà, tous ces élèves-là, en fait, ils vont aussi parfois être soumis à vraiment un sentiment d'illégitimité, c'est-à-dire qu'ils sont presque, enfin certains en tout cas, sont dans un conflit de loyauté. Ils sont issus d'une famille pour qui la langue française reste problématique, et quelque part, ils auront alors des difficultés éventuellement à passer au-delà, à traverser cette difficulté et à la surmonter. Ils se refusent presque éventuellement à avancer un petit peu là-dedans. Et pour ces élèves-là aussi, un autre aspect, c'est le fait de ne pas comprendre les enjeux de l'écrit, les enjeux aussi des demandes scolaires, les enjeux des prescrits d'un programme, les enjeux d'une tâche. Ils ne vont pas parvenir à prendre assez de distance, en fait, pour jouer le jeu scolaire. Anne-Sophie Romainville donne dans son livre un exemple qui moi, m'avait frappée. Elle avait assisté en classe à une séquence de cours sur le journal d'Anne Frank. Et à la suite de la lecture du journal d'Anne Frank, le professeur de français avait demandé à ses élèves d'écrire un texte autobiographique en jeu. Qu'a-t-elle constaté en fait au moment où la consigne est donnée? C'est que implicitement le professeur demande à ce que les élèves écrivent ce texte en jeu pour pouvoir analyser et vérifier leur capacité à écrire en jeu, à utiliser le présent correctement ou le passé composé ou d'autres temps quand c'est nécessaire, mais en tout cas à avoir une forme de discours autobiographique. Et puis certains élèves, en fait, ne comprenant pas cet implicite, ont eu des réactions diverses. Certains ont dit, elle veut que je raconte ce que j'ai fait pendant mes vacances, mais ça ne la regarde pas. Je n'ai pas envie, moi, de lui raconter. Ça me regarde, ça ne la regarde pas. D'autres vont se dire, ce que j'ai fait pendant les vacances, ça n'a aucun intérêt. Je n'ai pas envie d'expliquer quelque chose que je n'ai pas fait. Et finalement, ceux qui vont le mieux réussir cet exercice, c'est ceux qui vont jouer le jeu, qui vont éventuellement mentir. Mais la prof, elle s'en fiche de lire des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. Elle, son objectif était tout autre. Et les élèves qui vont le mieux travailler, ce sont ceux donc, qui vont comprendre cet enjeu du scriptural et entrer dans le jeu scolaire. Voilà, ça c'est un point important aussi. Et finalement, alors on en arrive à se dire que ce qui est important à l'école, c'est d'aider les élèves à réfléchir justement sur la façon dont ils écrivent pour pouvoir s'auto-corriger de la manière la plus continue qui soit, de telle manière à avancer, progresser. Et c'est un discours, c'est quelque chose qu'on fait en fait dans les filières générales ou de transition. On amène les élèves à réfléchir sur la manière dont ils écrivent. Pour les filières qualifiantes, on va essayer de simplifier la tâche et d'être moins exigeant. Alors qu'en fait, c'est peut-être avec eux qu'il y aurait le plus d'intérêt à travailler cette métacognition et travailler de manière explicite comment on écrit un texte, quels sont les attendus de l'école par rapport à ça. Si les élèves ne savent pas ce qu'on attend d'eux réellement, s'il y a un accord plus ou moins tacite avec le prof pour dire c'est bien comme ça, quels sont les progrès réels qu'on leur permet de faire? Voilà. Merci Cécile. Alors, je passe cet exemple, je pense que... Ah oui. Un exemple de
pratique pour un professeur de français qui pourrait être très utile, hein, c'est il existe en fait des tests pour diagnostiquer le rapport à l'écrit d'un élève dans sa langue. Et donc d'aller voir si dans sa langue maternelle, l'élève a déjà une posture scripturale avant d'envisager de la positionner en français. Et donc, parfois, donc ces tests existent en 15 langues. Hein. Toutes les langues ne sont pas représentées, mais il y a déjà 15 langues. Et les plus courantes sont représentées. On ajoutera le lien dans le Padlet parce que je viens d'y penser, en fait, Cécile. C'est en t'écoutant que je me suis dit, mais effectivement, prendre le temps déjà de s'intéresser à la langue première de l'élève, on va en parler tout de suite, mais de vérifier peut-être dans un premier temps le rapport à l'écrit de l'élève dans sa langue maternelle. Et en fait, le test permet à un enseignant qui ne parle pas le roumain ou le pachto, évidemment, de décoder. Hein, c'est ça l'intérêt de l'outil. Donc ça, c'est une pratique qui peut être très intéressante, c'est d'aller voir un petit peu où en est l'élève dans sa propre langue. Alors, parlons peut-être maintenant de quelques pratiques de classe utiles. Hein. Vous accueillez un élève allophone demain, ou 2 ou 3. Qu'est-ce qui peut être efficace pour vous, pour lui? Voilà quelques pistes. Il y en a d'autres et vous les aurez sur le Padlet. Mais ici, voilà peut-être 3 balises qui sont vraiment gagnantes quand les enseignants les pratiquent. Donc, un premier repère, c'est d'essayer au maximum de ritualiser votre cours. Donc, on a l'exemple de l'exposé oral en début de cours, ça nous vient de France. C'est un enseignant qui, pour donner des repères à une élève allophone qui arrivait dans sa classe où tous les élèves étaient francophones, il a instauré un exposé oral. Donc, chaque début de cours, il prend 3 minutes et les élèves à tour de rôle, hein, un à chaque cours, présente à la classe ce qui a été fait au cours précédent selon un modèle que le professeur a donné. Donc l'élève expose ce qui a été fait et formule une question à laquelle on a répondu au cours précédent. Et un élève a le droit de lui poser une question sur ce qu'il vient de présenter. Et donc ce rituel donne un repère à l'élève allophone qui petit à petit peut se raccrocher et s'accrocher aux mots qu'il découvre et qu'il connaît ou pas encore. Et quand l'élève allophone se sent prêt, à son tour, il peut, après quelque temps, être aussi celui qui fait l'exposé oral. Un autre repère très utile pour les élèves allophones, c'est de dédier un espace du tableau à cet élève et aux élèves en difficulté, où en début de cours, on inscrit la structure explicite. Donc, par exemple, si la leçon va se dérouler en 3 parties, on écrit le 1, 2, 3 et 3 mots qui correspondent aux 3 parties. Et en couleur à côté, 3 mots ou 5 maximum spécifiques qui seront les mots-clés de cette leçon-là. Mais ça ne doit pas être forcément que du vocabulaire. Ça peut être un connecteur, ça peut être un verbe important. Rappelons-nous que, hein, si on revient à l'exemple de l'eau minérale et de la pyramide alimentaire, il n'y a pas que du lexique qui peut aider l'élève à suivre le cours. Mais on déconseille d'aller au-delà de 5 mots nouveaux par cours parce que c'est trop à emmagasiner pour l'élève. Alors une autre stratégie gagnante, bien entendu, hein, ça c'est de plus en plus on le reconnaît et des études, des recherches le démontrent, c'est de valoriser la langue première. Hein. Il y a parfois un peu cette croyance que on est là pour apprendre à parler français, mais rien d'autre n'a sa place. Et donc, reconnaître que l'élève n'est pas tout nu quand il arrive dans votre classe, qu'il est déjà plurilingue, qu'il est en fait déjà ultra compétent parce que la plupart du temps, les élèves allophones parlent plusieurs langues. Et donc, par exemple, c'est d'autoriser les recherches et les prises de notes en langue 1. Laisser à l'élève la possibilité, dans les phases de réception, par exemple, si vous donnez un texte à lire à la classe et que c'est trop difficile pour lui, autoriser qu'il passe le texte dans un traducteur, dans un premier temps, qu'il puisse au moins avoir accès au sens global pour après arriver au sens en français. En production, accepter une production bilingue, c'est-à-dire si vous voyez que l'élève manque de mots pour exprimer en français, lui donner l'autorisation d'écrire ce mot-là dans sa langue.
pour quand même qu'il reste en production et que ce ne soit pas un blocage. Et donc, progressivement, il va arriver dans ce qu'on appelle un interlangue, hein, où il y aura un discours en français émaillé de quelques mots en langue maternelle que vous ne comprendrez pas toujours, mais accepter ce palier-là est souvent une stratégie gagnante. Et en fait, l'élève va progressivement faire le lien entre les systèmes linguistiques s'il a la possibilité d'insérer sa langue dans la langue française. Il va pouvoir se rendre compte, par exemple, du fonctionnement de la négation, qui n'est pas le même dans sa langue que dans la langue française. Vous pouvez aussi, bien entendu, l'aider dans les feedbacks des corrections à l'écrit. Si vous observez qu'il y a un mécanisme linguistique qui vous paraît redondant, peut-être lui demander de comparer, tiens, dans ta langue, comment fonctionne la négation, comment fonctionne l'expression d'un temps accompli ou non accompli. Et quand l'élève sent qu'on s'intéresse à sa langue le chemin est plus aisé, il y a une alliance qui peut se créer. Et donc, en classe, on remarque que quand un élève allophone arrive, il y a parfois une tendance à l'isoler et à lui donner des fichiers individuels de vocabulaire ou des exercices individuels, là où en fait, l'élève, il a besoin d'être en interaction avec ses pairs pour apprendre la langue. C'est vraiment en étant en interaction, en verbalisant, en négociant, en coopérant. Et donc, bien sûr, on ne sait pas pour chaque cours prévoir des temps d'interaction, mais quand c'est possible, et de manière peut-être rituelle, je reviens au rituel, inclure dans ses apprentissages des temps où l'élève est en coopération, en interaction avec des pairs, des petites préparations en duo où on échange un avis sur quelque chose. On peut commencer petit et on va vous donner des exemples après justement dans les pratiques de différenciation. Voilà. Mais donc voilà, gérer l'hétérogénéité, c'est prendre en compte la langue maternelle et valoriser le plurilinguisme. Voici deux exemples de pratiques très concrètes. La première qui concerne davantage l'enseignant, c'est donc de prendre quelques minutes pour s'intéresser au fonctionnement de la langue première de l'élève. Donc, généralement, on n'a pas non plus, si on a 27 élèves en classe, a priori, on n'a pas 27 langues, donc le travail n'est pas trop ardu. Il existe en France un fichier langue qui est assez extraordinaire, qui est une ressource superbe pour nous, les enseignants. Ce sont des linguistes, en fait, qui ont créé des fiches langues, qui ont pris une approche contrastive avec le français, c'est-à-dire qu'ils ont repéré dans les différents... Donc, Cécile, il y a plus de 70 langues, je pense. Hein. Oui, 78, je crois. Donc, pour chaque langue, il y a une fiche où ces linguistes ont répertorié les contrastes les plus saillants entre la langue et le français. Et donc, par exemple, si on prend la fiche langue arabe, on lit que en arabe classique, il n'y a pas de copule. Donc, il n'y a pas d'auxiliaire ou de verbe être en tant que tel, mais des phrases nominales sans verbe. Ainsi, un arabophone, pour dire Salma est malade, il dira ou il écrira Salma malade. Dans sa langue, dans son rapport linguistique, dans son rapport culturel à la langue, le verbe être n'existe pas. Donc, quand avec ces élèves-là, on tape sur le clou avec les verbes être et avoir en disant c'est la première chose qu'ils doivent connaître, et qu'on voit qu'en fait ils ne retiennent pas et ils ne savent pas les utiliser, ben, voilà une hypothèse explicative dans son rapport linguistique, dans sa structuration mentale linguistique, ça n'existe pas. Et donc, le savoir, on ne vous demande évidemment pas d'apprendre à parler l'arabe, mais savoir que ce contraste-là existe vous permet à vous, professeurs de français, de trouver un angle pour travailler avec l'élève. Et peut-être de partir de cet exemple-là et lui dire, ben voilà, en arabe, tu dis Salma malade. En français, on va ajouter un petit mot. Et ce petit mot, c'est être. Voilà. Et donc, pour chaque langue, on apprend ainsi, par exemple, qu'en turc, il n'y a pas de concordance de temps. Donc, le futur antérieur, le passé antérieur, le passé simple, ça n'existe pas. En turc, l'action est accomplie ou non accomplie. C'est tout. Donc, voilà pourquoi les élèves turcophones ont énormément de mal à comprendre l'organisation d'une concordance de temps sur une ligne du temps en français. Ça n'existe pas en turc. Et donc, le savoir, ça permet
d'approcher certains apprentissages et certaines erreurs avec un autre regard. Donc ça, c'est vraiment une pratique pour vous. Et si en plus l'élève perçoit que vous avez pris le temps de s'intéresser à sa langue première, croyez-moi, il va vous en être très reconnaissant et vous allez pouvoir faire avec lui beaucoup de choses. Mais je clique pour avancer, mais ce n'est pas moi qui ai la commande. Voilà. Alors, d'autres exemples, là c'est plus au niveau de la classe, hein, c'est accepter peut-être de laisser entrer les langues dans la classe, de faire une place aux différentes langues qui existent, bien sûr dans le cadre de son cours de français. Et donc, un exemple, ça peut être par exemple, je dis beaucoup par exemple, c'est un petit tic langagier de ce soir, il va falloir que je m'exerce. On pourrait partir, il existe des pistes audio d'histoires racontées en plusieurs langues, et on pourrait partir de l'écoute d'une histoire en 2 ou 3 langues différentes, et puis de la reconstruire en français, et puis de l'écouter en français. Et donc, c'est laisser cette possibilité. On ne va pas spécialement apprendre d'autres langues ou faire des langues, mais on laisse entrer d'autres sonorités. On laisse aussi la possibilité aux élèves allophones d'avoir des expériences de réussite, de montrer qu'ils savent peut-être traduire. On peut autoriser aussi, une fois qu'on a lu un récit en français, demander à un élève qui est turcophone de la raconter en turc, même si personne ne comprend, mais ça met la classe en situation d'accueillir le fait que d'autres langues existent, et puis ça met aussi les autres élèves en situation de comprendre ce que l'autre élève vit quand on lui raconte une histoire en français. Et donc ça aide parfois aussi à comprendre que l'élève est plus lent, qu'il a besoin de plus d'attention de l'enseignant, que peut-être il ne sait pas passer toutes les évaluations comme les autres. Voilà. Vous avez, sur le Padlet, vous avez plein d'exemples pour faire entrer les langues en classe de français, avec des exemples de pratiques en classe. Voilà, alors, pour avancer et terminer sur une pratique très concrète liée au cours de français, c'est une proposition de partir d'une pratique de lecture de textes informatifs au premier degré ou au deuxième degré, d'aller vers le fait de résumer un texte au D2 et pourquoi pas de synthétiser la lecture d'un portefeuille de documents au D2, D3. Donc une proposition qui est faite ici, c'est à partir d'un texte identique, ici par exemple on a la diffusion des livres en Europe, c'est d'envisager de questionner la compréhension de ce texte avec des niveaux d'étayage différents, c'est-à-dire avec des niveaux d'aide différents pour les élèves allophones, mais aussi peut-être pour les élèves francophones vulnérables que vous avez dans les classes. Hein, et donc, on pourra proposer, tu peux avancer, hein, Cécile, on pourra proposer dans un premier temps, par exemple pour un élève allophone, une approche par un questionnaire avec des procédures de résolution plus simplifiées au départ, où il peut montrer sa réception, c'est-à-dire sa compréhension du texte, où il ne doit pas mettre son énergie dans une production écrite qui lui demanderait, qui pourrait le mettre en surcharge cognitive. Donc voilà un exemple de début de questionnaire où on lui demande quelle est l'intention dominante du texte et l'élève doit formuler l'auteur désire informer le lecteur. Ça paraît tout simple, mais pour un élève allophone, ça peut déjà être une difficulté de comprendre conceptuellement ce que signifie une intention. Ce n'est pas juste un mot de vocabulaire, c'est l'effet que veut produire l'auteur sur le lecteur. Et donc, lui laisser la possibilité, par exemple, de cocher une bonne réponse parmi deux, plutôt que de devoir formuler tout seul dans un premier temps, c'est une stratégie gagnante. Un autre exemple à partir de la lecture d'un texte narratif, c'est un texte qui est commun et les élèves reçoivent par groupe de besoins des questionnaires différents. Et donc, on a un exemple juste après où on a, à partir de la nouvelle Bonne Pâte, une question. L'acteur joue dans une publicité dont le slogan est les spaghettis. Je vais mettre mes lunettes parce que je lis de moins en moins bien. Les spaghettis calades, c'est pour les bonnes pâtes. Que signifie être une bonne pâte? Donc là, les élèves cochent ce que signifie cette expression, qui est une expression effectivement qui n'est pas littérale. Puis on a une question 5A, mais avec une variante. Après, tu le branches sur un projet de film expérimental.
un truc petit budget, mais méga culture, tourné en dehors des studios. Et puis on a que signifie l'expression molly, molly pas sur la dos. Et là, on a une procédure de résolution qui est plus simple, c'est-à-dire que l'élève doit dire si c'est vrai ou faux pour répondre. Et à des élèves plus avancés, on va leur demander de formuler la réponse. Vous voyez, il y a des niveaux de difficulté différents à partir d'un même texte. On produit un questionnaire avec des niveaux de difficulté différents. Alors, ça existe déjà fait, hein, vous ne devez pas passer vos nuits. Il existe en fait des supports à partir de textes identiques qui proposent des démarches de questionnaires différenciés. Voilà. Donc Padlet aussi, hein. Tout à fait, tout à fait. Et donc, cette manière de travailler, hein, cette manière, on peut aussi l'envisager au D2, avec, si on prend l'exemple d'un portefeuille de texte et d'une tâche qui serait résumée, on peut avancer, hein, Cécile. Et donc, ça pourrait être comment on résume un texte, comment synthétiser les idées des textes réunis dans un portefeuille de documents et comment répondre à une question de recherche. Donc là, effectivement, les élèves allophones ou français langue seconde plus fragiles vont avoir des difficultés à être autonomes directement, à être dans une production finalisée qui soit autonome et recevable. Donc là, on a une proposition en 5 étapes à vous faire, qui est la dia suivante. Hein. Donc c'est un exemple de progression. J'ai mis cette image-là parce que c'est l'idée vraiment d'ajouter des paliers avant d'arriver au sommet, en fait. Hein. Donc le sommet de la pyramide, c'est la tâche que vous attendez. Et pour certains élèves, cette tâche, elle est impossible à réaliser si on n'ajoute pas des marches. Et donc voilà une proposition d'apprentissage en 5 paliers. Alors on n'est pas obligé de suivre tous les paliers, hein. Il y a 5 étapes, mais on peut n'en prendre que 2. Et donc avant d'arriver au palier 5, qui est la production autonome, c'est-à-dire l'élève produit la tâche en autonomie, donc il produit un résumé, il produit une synthèse ou une critique littéraire, eh bien on pourrait passer par des étapes préliminaires. Donc on pourrait proposer à l'élève d'abord d'observer des réponses, d'observer un produit fini. Et on lui en soumet une qui est recevable, une qui ne l'est pas. Donc ça, c'est le prof qui doit la produire, évidemment. On demande à l'élève d'identifier le texte ou la réponse recevable et de donner des critères de validité. Celle-là est recevable parce que, celle-là n'est pas recevable parce que. On sait du cours, bien entendu. Et ces critères deviennent la grille du genre discursif, résumé ou synthèse. Ça devient un repère pour l'élève. Ensuite, on apprend à formuler, à donner des critères de rejet pour les réponses rejetées. Et du coup, on fait un peu d'argumentation. Tant qu'à faire, ne boudons pas notre plaisir. Une autre étape, c'est d'imiter une réponse. Vous fournissez à l'élève un modèle recevable du même calibre, mais qui n'est pas pour cette tâche-là, et l'élève peut s'en inspirer pour produire son propre écrit. On apprend par imitation. Et ça, parfois, on l'oublie à l'école. On apprend en imitant. Un élève allophone, c'est parfois la seule stratégie qu'il a, c'est imiter la production de l'autre avant de pouvoir être autonome. Le palier suivant, ça pourrait être de composer une tâche à partir d'un gabarit, c'est-à-dire vous proposez à l'élève une liste de mots essentiels à retrouver dans sa production. Ça n'est pas que du lexique, on peut lui fournir quelques connecteurs, quelques verbes, des mots de lexique, et on lui demande d'essayer de former un produit fini avec cette contrainte d'utiliser ces mots qui composeront la réponse recevable. Et si l'attendu est un schéma, phaser l'apprentissage de la production finale en proposant aux élèves un schéma déjà profilé, donc une silhouette dans laquelle l'élève viendra insérer sa production. C'est le fameux gabarit. Une autre démarche, avant de passer à l'écrit, c'est lui proposer de verbaliser ce qu'il a envie de formuler à l'écrit. Et là, une activité qui fonctionne très bien avec les classes, c'est je ne sais pas si vous connaissez, c'est le principe de la dictée à l'adulte. Donc le jeune dicte à l'enseignant
ce qu'il souhaite écrire. L'enseignant écrit même s'il n'est pas d'accord. Et puis, en négociation avec le groupe, on demande si tout le monde est d'accord avec cette façon-là de dire, avec ce verbe-là, avec ce connecteur logique, est-ce qu'il manque quelque chose? Et ensemble, avec le groupe, on recompose un écrit recevable à partir d'une proposition. Et puis alors, quand on est passé par soit toutes ces étapes, soit l'une, soit l'autre, alors l'élève est potentiellement davantage en mesure d'être autonome sur une production seule. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut terminer en disant que quand on met en place ces modalités inclusives pour les élèves allophones, en fait, elles sont profitables à tous les élèves de la classe. On s'aperçoit que rendre explicite la démarche du cours, donner les mots aux élèves pour s'exprimer, laisser la possibilité d'un accès à un traducteur, en fait, tous les élèves en bénéficient. Les élèves francophones en bénéficient aussi. Ce sont des pratiques qui ouvrent vraiment la place aux besoins de chacun. Voilà. Alors, dernière partie, c'est la partie un peu démo Tupperware. On a tout chaud qui sort du four, une petite brochure de présentation qui est disponible en version numérique et bientôt en version papier. C'est en fait une synthèse des interpellations des professeurs du terrain. On a collecté une série de questions récurrentes et on a soumis ces questions-là à différents experts, des profs, des experts universitaires, des chercheurs, des coordonnateurs de DASPA, et on a compilé leurs réponses pour former en fait une brochure avec des éléments parfois de théorie, mais surtout aussi avec des pistes didactiques. Et donc, pour chaque question thématique, vous avez une proposition de piste didactique pour la classe avec des liens qui renvoient soit à des sites, soit à des séquences d'apprentissage. Voilà, c'est tout nouveau. Chaque école va en recevoir. Toutes les écoles de notre réseau vont recevoir cette brochure. On a vraiment une volonté de rendre visible le fait que les élèves allophones ou français langue seconde sont partout. Et on a envie aussi d'accompagner les enseignants dans la découverte de quelques pratiques qui peuvent être utiles pour eux. Et alors, bien sûr, au terme de ce webinaire, vous allez avoir accès à un Padlet qui contient toute une série de ressources qu'on a évoquées ce soir. Et qu'on peut-être... Pardon? Est-ce que tu veux que je montre la brochure? Oui, tu peux peut-être nous ouvrir la brochure pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Il y a 4 parties, je te laisse... Ouais. Est-ce que vous la voyez? Vous la voyez, la brochure, là, maintenant? Non. Ah, voilà. Oui, sinon, écoute... Ah, super. Donc, les 4 parties. Voilà, donc il y a 4 thématiques. Le moment de l'accueil, la plus grosse partie qui est la partie didactique, c'est enseigner, apprendre. Une partie sur la collaboration entre collègues et une partie sur la formation continuée des enseignants. Voilà. Si tu veux que j'ouvre une partie. Ah, tu peux, oui, on peut. Oui, tu peux, voilà. Donc là, on va arriver. Tu as ouvert quoi? Enseigner, apprendre? Oui, oui. Et donc là, on arrive par exemple sur une question qui est souvent posée. Peut-on contraindre les élèves à ne faire usage que du français? Voilà. Et donc pour chaque type de question, on a une proposition de réponse et quelques pistes à exploiter. Voilà, je pense que nous en avons terminé, en tout cas pour ce qu'on avait envie de vous partager ce soir. Voilà, mais il y avait une question en fait déjà indiquée. Je ne sais pas si tu as. J'ai vu, mais je ne l'ai pas encore lue. Oui, je la lis. Okay. Donc, une de vous trois, manifestement, voudrait savoir quelles informations transmettre aux professeurs qui accueillent partiellement des élèves d'ASPA dans leur classe, parce que les intégrations partielles, donc dans l'objectif que les intégrations partielles se passent au mieux pour les apprenants.
Alors, j'espère que la présentation de ce soir vous aura fourni quelques éléments à exploiter, je l'espère. Moi, je partirai peut-être des 3 balises sur lesquelles j'ai un peu insisté, hein, sur le fait de s'intéresser à la langue première de l'élève, de ritualiser son cours, de se questionner en fait sur les réels besoins de l'élève, quel est son profil. Je pense que communiquer, donner des éléments sur le parcours de l'élève, dire qui il est, montrer qu'il n'est pas juste quelqu'un qui ne sait pas parler français, parce que les élèves allophones, la plupart du temps, d'un point de vue cognitif, ils savent faire énormément de choses. Donc j'essayerai de valoriser en fait l'élève, de faire en sorte qu'il ne soit pas un problème. Mais pour qu'il ne soit pas un problème, les enseignants ont besoin d'informations et d'outils. Et donc peut-être que partager ce qu'on a fait ensemble ce soir, savoir aussi que vous pouvez être accompagné, hein, que l'accompagnement pédagogique peut être envisagé, ça existe, hein, on accompagne des DASPA dans la transition des élèves en classe ordinaire. C'est une possibilité. Est-ce que je réponds à votre question? Il est dit? Oui. Je ne sais pas si Elodie est toujours là. Oui, son micro est coupé en tout cas. Je ne sais pas. Ok, bon. Et alors je vois que Carole... La réponse est venue sur le chat. Ah oui, je n'avais pas vu. Et alors je vois Carole, c'est Carole Deneuve? Peut-être, oui. Tout grand merci. Oui, c'est Carole Deneuve. Ah, je savais que c'était toi, Carole. Mais oui, hein, bien sûr, l'éveil aux langues, hein. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Hein. Ouais. Oui, oui. Tu peux nous en parler si tu veux. Hein. À creuser et à mettre en lien. Oui, oui, tout à fait. Parce que souvent, on pense l'éveil aux langues, quoi, c'est le néerlandais, c'est quoi la compréhension est encore un petit peu compliquée, mais moi, je vois vraiment là tout le travail qu'il y a à faire par rapport aux langues en général, et pas uniquement celles de notre pays. Oui, c'est ça. Hein. C'est laisser entrer toutes les langues, se laisser un petit peu bercer hein, par toutes ces langues, puisqu'on sait qu'à Bruxelles, le dernier recensement faisait état, je crois que c'était plus de 150 langues parlées, recensées, et sans les dialectes, sans... Évidemment. Et donc valoriser. Alors je vois ici, je forme de futurs profs de FLE, serait-il possible de recevoir? Oui, bien sûr, on pourra, mais je vous invite alors à nous envoyer votre adresse mail. Dans Jean-Pierre, les profs ont la possibilité d'inscrire leur adresse mail dans le formulaire. Je pense que le plus simple, c'est encore, je vais envoyer ici, dès la clôture du webinaire, le mail avec les ressources du Padlet, etc., toute la liste. Donc, normalement aussi Okay. à Oui, donc, et donc, un petit mail, je transmettrai à Sandrine, je ferai le... Oui, c'est ça. Si vous voulez la brochure papier, on pourra l'envoyer. Oui, oui. Elle va être imprimée, je pense, courant du mois de janvier. Elle est en dernière lecture, donc on avait envie que ce soit sous le sapin, mais ça a été un peu juste. On va dire que c'est le Covid. Voilà. Bon. Faut bien qu'il serve quand même à quelque chose, celui-là. Mais donc, pour la rentrée de janvier, les brochures papier seront accessibles. Et donc, dans les brochures papier, évidemment, les hyperliens ne fonctionneront pas. On renverra vers le site d'ASPA, où tout se trouvera, forcément, hein, puisque, voilà. Et donc, voilà. L'ASPA est repris aussi, hein, de toute façon. Oui, c'est vrai, tu l'avais remis aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou... Voilà. C'était chronométré. Il y a Carole qui dit, moi je dis top. Merci Carole. Quand tu veux, c'est notre collègue du fondamental. Oui, oui. Il y a vraiment des liens à faire. Enfin bon, je suis... il y a des liens à faire, vraiment. On les fera. On les fera. D'accord.
Bien, eh bien, merci à tous. Hein. Je dis tous comme si vous étiez 200, mais pour moi, c'était comme si vous étiez 200. Oui, merci beaucoup.